Bienvenue au balado de l'innovation à l'ovation. Une présentation de l'Union des municipalités du Québec et d'IVEO. Ce balado met en lumière des initiatives inspirantes qui ont permis de répondre à différents enjeux municipaux. Bonjour, ici Benoît Balmana, directeur général d'IVEO. Abordons un enjeu qui touche toutes les municipalités, la crise du logement. À Rimouski, la situation était critique avec un taux d'inoccupation presque nul. Face à cette urgence, la ville a changé complètement son approche. Résultat, plus de 1500 logements mis en chantier en 2 ans pour devenir la ville où l'on construit le plus de logements par habitant au Québec. Dans cet épisode, nous recevons Guy Caron, maire de la ville de Rimouski, qui nous présente ce plan de lutte ambitieux. Bonjour Guy. Bonjour. Félicitations pour votre projet, votre plan, parce que c'est plus qu'un projet, votre plan de lutte contre la pénurie de logements à Rimouski. Première question, j'aurais envie de savoir comment vous avez eu, bien sûr, c'est quoi le déclic pour lancer tout ce plan d'action pour lutter contre la crise du logement à Rimouski? Durant la campagne électorale, c'était clair que la priorité, c'était le logement. J'en parlais à tous les jours de la campagne. C'était priorité numéro 1. Puis on était vraiment en bas du 1 et bien en bas du 1 Alors, on avait des problèmes où le coût de la location montait pour les maisons, le coût d'achat des maisons montait également. Donc, on avait vraiment un problème de pénurie. Alors, il fallait examiner la situation, voir quelle était la source du problème, les racines du problème, qu'est-ce qui se faisait ailleurs, et voir de quelle manière on devait adopter nos pratiques, que ce soit au niveau réglementaire, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau de nos interventions même, de quelle manière on devrait les modifier, qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant. Et ça a donné le plan de lutte contre la pénurie de logement en 12 points. Et à partir du plan qui a été préparé et ensuite accepté, agréé par nos services, adopté par le conseil municipal, là, on avait un plan vraiment pour aller de l'avant avec différentes mesures qui ont donné les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Mais on en parlait ce matin à l'ouverture des assises, là, la crise du logement, c'est partout au Québec. Donc, quelle a été la recette un peu magique ou secrète que vous avez pu mettre en place pour arriver, vous, à sortir de cette pénurie? C'est à plusieurs niveaux. Je pense que c'est le fait qu'on a bien travaillé ensemble, on a réussi à avoir, comme je disais, l'adhésion de l'administration, de tout le politique, mais on a bénéficié aussi de circonstances favorables. OK. Donc, initialement, on avait des modifications réglementaires à faire. On avait des délais qui étaient trop longs en termes d'émission de permis, que ce soit construction, zonage, PPC-moi. Juste pour le PPC-moi, on a réduit la durée de délai pour l'émission d'un PPC-moi ou l'acceptation de 800 jours à 200 jours. OK, oui. Un permis de construction, maintenant, c'est mis en 11 jours. Même chose pour le zonage, on a réduit de 50 %. Donc, au point de vue réglementaire, on a modifié nos approches pour adopter plus une approche client. Maintenant, point de vue réglementaire, pour un point de vue plutôt fiscal, on a commencé à faire des modifications pour permettre, par exemple, un crédit de taxe foncière pour des projets subventionnés. Avant ça, c'était limité à 5 ans. Là, on s'est dit, on a besoin de plus que ça. On est allé jusqu'à 35 ans. OK, ouais. Et d'autres mesures, comme par exemple, pour faciliter l'identification douce, qu'un logement additionnel pour favoriser, par exemple, la bigénération ou le multigénération, pour la création d'une unité additionnelle, on va donner un crédit de taxe de 5 ans à 100 % pour le favoriser. Donc, il y a eu une approche fiscale également qui a bien porté fruit. Mais on entend dire aussi que dans la construction, il manque de personnel. Puis donc, comment vous avez réussi, vous, à faire sortir des bâtiments du sol alors qu'on dit qu'on est en pénurie de main-d'œuvre dans la construction? Ça tombe dans la conjoncture favorable. OK. L'élément, en fait, c'est qu'on avait beaucoup de constructions qui se faisaient à Rimouski dans les 4 ou 5 années précédentes. On a eu pendant ce temps-là la construction d'une faculté de médecine vétérinaire, faculté de médecine, maison des aînés, lab école. Donc, on avait beaucoup d'institutionnels qui s'étaient bâtis. Mais ces projets-là se sont terminés à peu près vers le début de la construction ou la mise en œuvre du plan de lutte. Alors, on avait beaucoup de professionnels qui s'étaient déjà libérés, là, ouais, okay, effectivement. Ouais. Dans les autres éléments qui ont participé à la conjonction ou à l'alignement des astres, c'est le fait que la ville bénéficiait aussi de beaucoup de terrains zonés résidentiels. Donc, on avait une bonne réserve foncière. Ouais. On a pu la mettre à la disposition de groupes sans but lucratif parce qu'il faut comprendre que dans l'ensemble des projets qu'on a, et on est passé de 70 mises en chantier par année à plus de 600 mises en chantier par année, on en a pratiquement 900 qui sont des logements subventionnés. Donc, on a pu donner les terrains à des groupes comme la SDA, Société de développement Angus, avec Utile, Unité aînée en logement, plus les groupes sans but lucratif locaux. Donc, une bonne portion de ce qu'on a créé, en fait, c'est du logement sans but lucratif ou abordable, ce qui nous a permis de devenir la première ville au Québec à passer le cap des 20 % de son parc locatif qui est du logement subventionné.
Puis je sais même qu'à une époque, certains étudiants pouvaient même plus venir étudier tellement qu'il manquait de logements. Aujourd'hui, est-ce qu'on voit déjà les résultats du nombre de logements? Comment vous vous positionnez aujourd'hui? On le voit clairement parce que les étudiants n'arrivaient plus à se loger parce qu'ils se logeaient comme tout le monde dans un parc locatif qui était limité, très, très limité, effectivement. Donc, à partir du moment où on a Angus qui est venu avec son projet de 155 unités qui a été inauguré en septembre passé, Lucar a réussi à avoir du financement pour 100 résidences additionnelles, en plus de l'acquisition d'un couvent où ils vont rajouter 34 résidences. Donc, ça a vraiment libéré beaucoup pour les étudiants. Et ce que ça a fait, au bout du compte, c'est que les étudiants eux-mêmes ont libéré les espaces au centre-ville pour d'autres locataires. Alors, ça a eu un impact significatif. Bon, je le disais dans l'introduction, on a évoqué bien sûr la crise du logement ce matin, là, l'ouverture des assises. Donc, toutes les municipalités sont touchées. Pour conclure, là, même si on comprend que vous avez eu beaucoup d'éléments favorables, peut-être des conjonctures favorables à Rimouski, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qu'une autre municipalité pourrait s'inspirer, de se dire, OK, on va essayer de faire la même chose? Je pense que le secret, c'est vraiment d'avoir un plan d'action. On commence avec le plan d'action. On regarde ce qui fonctionne pas. On essaie de s'inspirer d'exemples et voir si on peut les adapter à sa réalité. Ça, c'est la clé. Par la suite, on le met en œuvre. C'est pas toutes les villes qui ont une réserve foncière, par exemple. Sûr, donc, si on n'a pas de réserve foncière, il faut voir si on va investir des sommes, soit par le remboursement des droits de mutation ou encore des subventions directes à des groupes sans but lucratif. Si on peut le faire, il faut se budgéter. Donc, il faut y arriver avec un plan et prioriser vers quel genre de projet peuvent aller ce financement-là. Nous, on est allé pas mal au bout d'où on pouvait aller. On peut encore accepter des projets subventionnés, mais on va le faire sur la base de priorisation parce que de plus en plus, les développeurs privés, maintenant qui désirent développer, désirent avoir du financement du FAC ou des mandataires du FAC parce que ça va faciliter leur projet. Mais là, nous, on ne peut plus tout subventionner. Alors, on a besoin de prioriser et c'est là qu'on est rendu. Pour d'autres villes, c'est peut-être un travail à faire au niveau de la réglementation. Peut-être une modification à faire au niveau de la fiscalité. Alors, il faut vraiment examiner ces pratiques et voir de quelle manière on peut ouvrir la porte et faciliter, en particulier, les projets sans but lucratif. Merci, M. Caron, pour toutes ces explications de votre projet qui est vraiment très inspirant pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres projets municipaux inspirants qui font une réelle différence, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du balado de l'innovation à l'ovation.